Donc, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Michaël Brignon et Isabelle Toussaint, coordinateurs académiques de la mission de lutte contre le décrochage pour l'un et correspondante académique du décrochage scolaire pour l'autre, qui vont nous présenter la vision de l'éducation nationale. Qu'est-ce que c'est pour l'éducation nationale que le décrochage scolaire? Comment on l'appréhende? Comment on y répond? Voilà, je vous laisse la parole, j'ai déjà été trop long. Bonjour et merci pour votre invitation à votre journée de colloque qui a déjà bien commencé. Ça a eu des apports extrêmement intéressants et je remercie les intervenantes précédentes. Donc on va aborder, nous, la question aussi, bien sûr, du décrochage et persévérance scolaire. Du point de vue, avec une approche institutionnelle de l'éducation nationale, voir effectivement comment elle appréhende la question du décrochage scolaire, sachant que si si elle se mobilise autour de cette question, elle mobilise aussi des partenaires, elle engage aussi des partenariats. Donc l'éducation nationale autour de cette question-là ne travaille pas seule, mais bien engagée dans des partenariats. Donc c'est de cela dont nous allons vous apporter quelques éléments de repère. Et puis, nous allons commencer déjà par donner quelques repères législatifs sur l'évolution aussi des textes relatifs au décrochage. Alors, vous dire que ça sera aussi la seule diapositive où on va aborder directement des questions législatives, parce que ce n'est pas notre spécialité, ce n'est pas notre cœur de métier. Mais l'idée là, c'était de vous montrer... Alors, on commence 2011, on aurait pu évidemment aller plus tôt, mais là, l'idée, c'était de faire un petit arrêt sur certains textes ou certains moments, certains événements, sur une période peut-être un peu plus rétrécie, mais qui montre vraiment que la question du décrochage scolaire a été mise à l'agenda politique. Et quelle que soit la couleur politique, il y a une continuité de volonté d'action sur cette question de lutte contre le décrochage scolaire. Alors en 2011, le 9 février 2011, paraît une circulaire interministérielle sur la lutte contre le décrochage scolaire. Alors, elle est intéressante parce qu'elle va installer ce qu'on appelle les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais elle est intéressante parce qu'elle est interministérielle. Elle dit bien, la lutte contre le décrochage scolaire, c'est d'abord une question éducation nationale, mais pas que. L'éducation nationale ne pourra pas apporter toutes les réponses tout seul. Il va falloir qu'elle s'entoure, il va falloir qu'elle travaille avec des partenaires. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale introduit la contribution des conseils régionaux sur la lutte contre le décrochage scolaire, notamment porte son action sur le repérage, l'accompagnement, la mise en solution de jeunes qui sont sortis du système de formation initiale sans qualification. C'est-à-dire que cette loi introduit du partenariat autour de la remédiation du décrochage, parce qu'on verra aussi à la suite qu'il y a 3 volets dans la lutte contre le décrochage: la prévention, l'intervention et la remédiation. Et la question de la remédiation est partagée avec les conseils régionaux parce que l'attente, c'est que la question du repérage et de l'accompagnement et de la mise en solution de jeunes décrochés
du système éducatif, de formation initiale et qui sont sans diplôme, est une question partagée et que l'intervention des partenaires peut permettre d'avoir une meilleure efficacité dans les relais qui peuvent être pris. Alors pourquoi ça? Donc l'action des conseils régionaux porte principalement dans tous les conseils régionaux, porte principalement, pas uniquement, mais principalement sur l'animation du réseau des plateformes de suivi et d'appui des décrocheurs. En Bretagne, il y en a par exemple 17. Et ces plateformes introduite dans la loi précédente, mais dont l'animation est reprise par cette loi 2014 par les conseils régionaux. Cette animation, elle est partenariale. L'organisation des plateformes est partenariale. Le copilotage de chacune des plateformes est réalisé à la fois par le directeur du centre d'information et d'orientation, donc Éducation nationale, et par le directeur de la mission locale. Et donc, on comprend bien l'intérêt de regrouper de rassembler de ce partenariat entre CIO et mission locale, parce que côté CIO, on rassemble en fait l'ensemble de l'offre de formation initiale, qu'elle soit à temps plein, qu'elle soit via l'apprentissage, quels que soient les réseaux, ou qu'elle soit partagée aussi avec en appui les missions de lutte contre le décrochage scolaire ou la MIGEC pour l'enseignement privé. Et côté mission locale qui est prescriptrice de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, d'entrée en qualification, qui donne en fait aux plateformes une vision très transversale, un regard croisé, une analyse croisée qui réunit un ensemble de possibles en termes de solutions qui est intéressante et qui justifie justement ce partenariat. Donc l'animation du réseau des plateformes concerne l'aspect remédiation, c'est-à-dire qu'intervient auprès des jeunes qui sont sortis du système de formation initiale, que ce soit éducation nationale privée, publique, que ce soit agricole, enfin tous les systèmes de formation initiale pour y remédier. L'apprentissage également. 21 novembre 2014, le Premier ministre de l'époque, avec la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, annonce un grand plan national de lutte contre le décrochage scolaire sur 3 axes, autour de 3 axes. Un premier axe qui appelle à la mobilisation de tous, de chacun, et en premier chef les parents, donc qui vraiment nous interpelle, nous, Éducation nationale, sur le lien nous réinterpelle sur le lien avec les familles. Un deuxième axe sur un choix fort porté sur la prévention, parce que le constat est fait à ce moment-là que les efforts portaient plutôt sur la remédiation, ce que disait Isabelle tout de suite, c'est-à-dire un effort tourné vers les jeunes qui sont sortis du système scolaire, pour les ramener vers le système scolaire. En 2014, le choix qui est fait, c'est de dire il faut qu'on mette le paquet sur les jeunes qui sont encore dans nos établissements scolaires. Plutôt que d'aller les chercher une fois qu'ils sont partis, essayons de les garder dans nos établissements scolaires. Et puis, un troisième axe. Alors, à ce moment-là, en 2014, se pose justement la question de prolonger l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Le choix n'est pas celui-là, en 2014. Le choix qui est fait, c'est de dire non, on ne prolonge pas. Par contre, on donne une possibilité de revenir se qualifier quand on est sorti du système scolaire. En revanche, l'article 15 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
place l'obligation de formation de 16-18 ans. Donc, on n'est pas sur une obligation d'instruction, mais une obligation de formation, dont comme on l'a évoqué dans les deux interventions précédentes, à savoir que l'obligation est remplie quand le jeune est dans un établissement d'enseignement public ou privé, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle, en emploi, service civique ou bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. En fait, cette obligation de formation, elle concerne, c'est une réalité pour plus de 75% des jeunes de 18 ans qui sont en formation à cet âge-là. Et puis, elle concerne aussi, cette obligation de formation, des jeunes qui sont aussi diplômés, mais qui sont mineurs et qui sont sans situation, sans situation d'études, sans situation de formation, sans situation d'accompagnement ni d'emploi. Donc c'est un peu un complément par rapport à la définition du décrochage précédemment, où en fait on était sur les sorties sans diplôme ou sans qualification. Là en fait on intègre la possibilité que le jeune soit diplômé et qualifié, mais qu'il ne fait rien en fait de cette diplomation et de cette qualification. Cette obligation de formation, donc il y a différents niveaux de pilotage, bien sûr au niveau national. Donc bien que ce soit en fait une loi qui est pour une école de la confiance, donc une loi de l'éducation nationale, il n'empêche que sa coordination elle est interministérielle et placée sous le haut commissariat de la stratégie à la lutte contre la pauvreté. C'est pareil au niveau régional, il y a une coprésidence tripartite entre préfet, recteur et président de région, et la coordination aussi, elle est assurée par le commissaire à la stratégie de la lutte contre la pauvreté. Et au niveau territorial, au niveau des territoires, c'est bien les PSAD, c'est-à-dire les plateformes de suivi et d'appui de décrochage, qui sont responsables de la mise en œuvre de l'obligation de formation. Peut-être juste pour compléter, cette obligation de formation, j'ai envie de dire, elle va dans les deux sens. C'est une obligation de formation envers les jeunes, mais c'est une obligation de formation envers les pouvoirs publics. Si les jeunes ont obligation d'être en emploi, en formation, en accompagnement, les pouvoirs publics ont l'obligation de proposer des solutions à ces jeunes. Il faut vraiment entendre ces deux aspects de cette obligation. Il ne faudrait pas croire que c'est une obligation tournée que vers les jeunes, mais aussi fortement vers les pouvoirs publics. Alors, un petit point de situation quand on parle de décrochage. Ça veut dire quoi? On en est où? Alors, il y a quelques années, on avait une définition de décrochage scolaire. Elle a eu tendance à être remplacée par la définition de la sortie précoce, des sorties précoces, qui est un indicateur communautaire, un indicateur européen. Les pays de l'Union européenne, ce sont les États membres, les 27, 27 à l'époque, s'étaient engagés à horizon 2020 sur différents objectifs, dont un autour de la lutte contre le décrochage scolaire, et ils s'étaient engagés à baisser le taux de sortie précoce à 10%. Chaque pays devait atteindre ce niveau-là. Alors vous aviez des pays qui l'avaient déjà, et puis vous en aviez d'autres qui en étaient assez loin, voire très loin, mais en tous les cas, tous s'étaient fixés cet objectif-là. La France y compris, et puis parce que c'est la France, on avait dit, nous on ne fera pas 10, on fera 9,5. Bon, voilà, c'est ambitieux, mais le fait est que, pour une fois, on peut fanfaronner. Nous avons atteint ces objectifs, nous les avons même dépassés, puisqu'en 2019, le taux de sortie précoce est tombé à 8,2. Donc, je ne vous le lis pas, mais vous avez la définition, j'espère que vous la lisez, qu'elle est suffisamment grande, pour que vous puissiez la lire, d'où vous êtes. Donc, en France, en 2019, on a atteint cet objectif de 8,2%. Vous voyez que il y a eu un vrai
vrai progrès puisque nous étions à 12,6 en 2010. Et l'objectif européen n'est pas tout à fait atteint. La moyenne européenne est de 10,3. Vous voyez qu'en Allemagne, par exemple, on est au niveau européen, on est à 10,3, donc ils n'ont pas atteint tout à fait leur objectif. Mais il y a des pays qui nous sont bien meilleurs, hein. Il y a des pays plutôt Europe du Nord, plutôt Europe de l'Est, et puis des pays qui sont encore assez éloignés, voire très éloignés de l'atteinte de ces objectifs plutôt Europe du Sud. Mais en tous les cas, la situation en France, vous voyez, s'est améliorée, c'est 8,2. Voilà, alors la situation en Bretagne, en termes de, indépendamment de ce tableau que je vais commenter, c'est vrai que les données, le taux en Bretagne, je l'ai pas, le dernier taux, on l'a pas, mais enfin le taux, un taux récent, on l'a pas, il n'est pas, voilà, il n'est pas disponible. Mais en revanche, dans les années 2015, c'était aux alentours du 6%, quoi, en Bretagne, hein, le taux de sortie précoce. Donc, on ne peut pas dire, ça ne veut pas dire que tout va bien, et que, voilà, mais on n'est pas quand même dans l'hémorragie, hein, de sortie d'élèves, hein, sans qualification ou sans diplôme. Alors la situation en Bretagne, donc là ce tableau, ce sont des données en fait qui proviennent, hein, du GREF Bretagne, hein, qui anime, hein, l'Observatoire régional du décrochage scolaire et qui produit, hein, des données, des analyses, un cadre de connaissances et d'observation à partir de l'activité, hein, des plateformes du suivi et d'appui du décrochage. Donc, ce que l'on observe là, c'est-à-dire que puisque le rôle, hein, des PSAD, de ces plateformes, c'est de repérer, d'accompagner et de mettre en solution les jeunes qui sont sortis du système sans formation. Pour cela, en fait, il y a un système d'information nationale qui transmet à chacune des plateformes, donc pour l'instant c'est encore comme ça, hein, 4 campagnes par an, et qui transmet à chacune des plateformes, pour dire les choses un peu rapidement, la liste nominative de jeunes qui à un moment donné, n'ont pas été retrouvés dans les bases élèves des différents systèmes de formation initiale. C'est-à-dire qu'il y a eu une observation à un temps 1, et puis une observation à un temps 2, et qu'il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas été retrouvés à l'observation du temps 2 par rapport à l'observation du temps 1. Donc ces jeunes qui sont dans le tamis, on va dire, voilà, sont répartis en liste et sont transmis aux plateformes du suivi et d'appui du décrochage. Et le rôle, en fait, de chacune des plateformes, des copilotes de plateformes, c'est de vérifier la situation de chacun de ces jeunes qui ont été potentiellement repérés comme décrocheurs. Donc là, en fait, il y a eu deux observations. Alors la campagne d'automne, hein, la campagne d'automne qui est en fait celle où l'observation en nombre de jeunes concernés est la plus importante. Et donc là, vous avez une comparaison entre octobre 2020 et octobre 2019, à savoir, suite à la vérification de la situation de chacun des jeunes, quels sont, suite au contact par les PSAD, quelle est la situation de ces jeunes. Donc on s'aperçoit en octobre 2020 que donc ça a concerné, sur l'académie de Rennes, ça a concerné 5265 jeunes qui ont repéré comme étant potentiellement décrocheurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas repéré dans les bases. Et en fait, on s'aperçoit qu'après vérification de leur situation individuelle, 54% sont en fait retrouvés en formation initiale, c'est-à-dire qu'au moment de l'observation à T2, et entre le contact individuel par l'EPSAD, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois,
Donc ces jeunes ont été retrouvés en formation initiale, dont apprentissage, et un tout petit pourcentage en formation continue. Je commenterai ensuite ces 10% en fait sont en emploi, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du système de formation et sont insérés dans un emploi. Alors l'emploi, c'est pas forcément un CDI, c'est pas forcément que de l'intérim, voilà. 16% sont sans solution, mais sont accompagnés par une structure d'accompagnement. 2% sont sans situation et sans accompagnement. Donc, ceux-là sont pris en charge individuellement par chacune des PSAD. Transfert, c'est-à-dire qu'il y a eu le transfert de leur dossier, de leur situation à une PSAD plus proche de leur proximité, plus proche de leur domicile. Et puis 16% de situations qui montrent que les PSAD n'ont pas pu prendre contact avec eux, se sont en fait déclarés injoignables parce que le numéro est erroné, parce que ça ne répond pas, parce que voilà, injoignable. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'il y a une évolution depuis un an, c'est-à-dire qu'il y a une proportion plus grande de jeunes qui ont été retrouvés en formation initiale. Donc ça donne quand même une indication intéressante sur les parcours des élèves. Si maintenant on commence à admettre que les parcours professionnels sont non linéaires et qu'il n'y a pas forcément toujours correspondance entre emploi et spécialité de formation, et puis que voilà, les parcours peuvent produire du changement. On a quand même la représentation que dans la formation initiale, les parcours seraient certainement plus linéaires, sans doute. Mais on s'aperçoit quand même que les changements en cours de formation à l'intérieur du système de formation initiale sont importants. Voilà. Et ce qui nous interroge aussi, effectivement, c'est les situations inconnues, c'est-à-dire que des jeunes qui, quelques mois plus tôt, étaient, pour un certain nombre d'entre eux, en formation, quelques mois après, deviennent injoignables. Donc la situation par rapport à octobre 2019 a diminué parce que effectivement, ça a été quelque chose qui a été pointé. Et c'est une préoccupation ça des plateformes. Et il y a 2 leviers d'action par rapport à ça. En amont, travailler en établissement pour vraiment vérifier, actualiser les bases, les coordonnées des élèves. Et puis en aval, en travaillant en fait sur les partenaires, le service jeunesse, PJJ, aide sociale à l'enfance, voilà, pour repérer mairie, municipalité, enfin voilà, pour repérer aussi d'autres partenaires susceptibles en fait de connaître ces jeunes. Donc d'où aussi la diminution. Et puis, il peut y avoir aussi un effet conjoncturel dont on parlait tout à l'heure, qu'effectivement, peut-être un effet en fait, de la crise sur le maintien du lien, la crise sanitaire sur le maintien du lien entre les équipes et les élèves. Alors voici, donc après quelques éléments statistiques, mais finalement on n'a pas dit, mais c'est quoi le décrochage scolaire? Alors Madame Cousin, vous avez commencé à évoquer cette question-là. Le décrochage scolaire, ce qu'on sait, c'est que c'est complexe. Et on sait aussi que c'est un processus. C'est pas quelque chose, c'est pas un couperet qui tombe du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps et qui a des causes souvent multiples, qui se croisent. Ça le rend vraiment difficile à traiter. Alors, voici une liste de causes possibles au décrochage et des réponses institutionnelles qui sont données. Bien entendu, vous voyez, on a mis des lignes en dessous parce qu'on pourrait multiplier ces causes-là. Ce sont des exemples, mais il y a encore bien d'autres causes possibles. C'est vrai qu'on a bien conscience que les facteurs causaux, c'est des corrélations entre ces facteurs. Mais là, en fait, les entrées qu'on a privilégiées dans ce tableau,
c'est aussi pour montrer que le système, que le parcours dans le système de formation peut présenter en fait des périodes, des moments à forte fragilité ou à fort risque de décrochage, notamment dans les situations de transition scolaire, lorsqu'on passe, par exemple, du collège au lycée professionnel, lorsqu'on passe du collège au lycée. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qu'à l'Éducation nationale, on est bien conscient, mais en même temps, ce changement, cette appréhension, en fait, de l'orientation en termes de changement est aussi nécessaire pour se construire, pour grandir, mais tout en sachant qu'effectivement ça peut produire du décrochage ou de l'anxiété, parce que le temps individuel de construction d'une décision qui va infléchir son parcours et le temps institutionnel, il peut y avoir un décalage dont on a bien conscience. Alors, comment on en a bien conscience et puis comment on agit en fluidifiant les parcours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, c'est des réponses un peu systémiques que j'apporte à votre connaissance. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas... Vous vous souvenez certainement, dans votre scolarité, il y avait aussi beaucoup de redoublements, particulièrement en Bretagne. On était les champions pour le redoublement. Beaucoup aussi de dispositifs. Rappelez, 6e de transition, CPA, CPPN, les 4e techno, les 3e d'insertion, tout un ensemble de dispositifs aussi qui progressivement, ainsi que le redoublement, qui progressivement en fait se sont réduits, se sont atténués parce qu'ils ont été considérés comme étant des dispositifs favorisant finalement le décrochage scolaire et aussi assez discriminatoire, c'est-à-dire que en ralentissant le parcours des élèves les plus défavorisés ou en les mettant de côté dans des dispositifs un peu spécifiques, même avec leur accord, bien entendu. En fait, en procédant de cette façon-là, rien n'empêchait du coup aux classes de fonctionner normalement aussi avec, entre guillemets, les meilleurs. Donc ça, s'étant rendu compte en fait des aspects, des effets, des impacts discriminatoires de ces dispositifs-là, l'effort porte sur les réponses pédagogiques personnalisées et différenciées dans le cadre commun du socle de connaissances et de compétences. Donc on développe depuis un certain nombre d'années une vision d'inclusion inclusive où le traitement de la difficulté scolaire, elle se fait en classe. Droit à l'erreur. Droit à l'erreur, ça aussi, c'est une réponse aussi, une réponse aussi institutionnelle qui donne la possibilité aux élèves qui, après avoir été affectés et avoir eu déjà une première expérience du mois de septembre en lycée, en formation professionnelle ou en seconde générale et technologique, il y a la possibilité pour eux de changer à leur demande, de changer de spécialité ou de changer de filière. Par exemple, là, cette année, j'ai eu les chiffres hier, il y a 300 dans l'académie, dans la formation, dans le système public, 300 élèves se sont emparés de cette possibilité de changement de filière comme ça fin septembre, début octobre, et 90% d'entre eux ont eu satisfaction. Donc ça veut dire que pour ces 280 élèves, on peut penser que c'est une mesure permettant en fait de prévenir d'un décrochage potentiel, puisque ces élèves s'étant rendus compte que la formation dans laquelle ils étaient
ne leur correspondait pas, c'est sûr que c'était le changement permis leur permet de se maintenir en formation. Différer le choix de la formation, donc c'est aussi, c'est en lien aussi avec la réforme de la voie professionnelle et notamment ce qu'on appelle les secondes professionnelles familles de métiers, qui donnent la possibilité, si vous voulez, c'est comme des secondes, on va dire communes, un peu transversales à un domaine professionnel et qui donnent lieu à des orientations possibles dans différentes premières professionnels qui ont des spécialités différentes à l'intérieur d'un même domaine. C'est-à-dire que ça donne une année de plus pour l'élève pour réfléchir en fait sur une spécialité professionnelle. C'est aussi une réponse aussi institutionnelle à la question de la maturation vocationnelle. Un deuxième facteur de décrochage, l'expérience scolaire douloureuse. On parlait de harcèlement, tout à l'heure. C'est vrai quand même que c'est une question aussi qui a quand même aussi qui peut déboucher sur du décrochage et puis en tout cas du retrait scolaire. Il y a aussi au niveau, que ce soit académique ou national, des programmes de formation qui sont lourds, qui concernent tous les établissements sur plusieurs années, 4 jours de formation par an, des formations intercatégorielles, notamment sur la lutte contre le harcèlement. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ce n'est pas le harcèlement pour le harcèlement. En fait, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement important, ce n'est pas tant le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont sont menées ces formations et tout ce que ça impacte au niveau de la vie en établissement, de la socialisation en établissement, de l'intercatégorialité en établissement et de l'interprofessionnalité aussi en établissement, avec des approches de coopération. Donc c'est aussi en travaillant sur les institutions que sur les établissements dans leur globalité, dans faire en fait des professionnels une communauté éducative qui permet aussi de sécuriser la vie des élèves dans les établissements, la vie psychique, sociale des élèves dans les établissements. Donc, démarche inclusive, j'en ai parlé. Alors, sur la question de l'aménagement des conditions d'examen, on va accélérer parce qu'il est déjà midi. Alors, il y a aussi un attrait de la vie active qui peut conduire des jeunes à décrocher, et en particulier, on a des jeunes qui ont échoué à leur diplôme professionnel et qui ne souhaitent pas recommencer parce qu'une année c'est long et puis parce que ma foi ils pensent pouvoir s'insérer professionnellement assez rapidement. Alors nous avons mis en place dans notre académie il y a de cela quelques années maintenant, 3-4 ans, un dispositif qu'on appelle repréparation flash à l'examen qui permet sous certaines conditions à des jeunes qui ont échoué au CAP ou au bac pro de le repréparer en un trimestre. Donc ces jeunes-là ont leur diplôme, il leur est délivré en janvier. Ils ont échoué, ils ne repartent pas pour une année scolaire. En 3 mois, on les prépare et en 3 mois, pour plus de 90% d'entre eux, ils obtiennent leur diplôme. Bon, il y aurait énormément bien d'autres facteurs à dire, mais on accélère. Alors là aussi, je vais aller vite parce qu'on en a déjà parlé. Le paysage institutionnel, donc la réponse, la lutte contre le décrochage scolaire s'organise sur 3 axes. Un axe prévention du décrochage scolaire, je vous l'ai dit, c'est la priorité de l'éducation nationale et ça s'adresse pour tous les jeunes. C'est tous les jours, au quotidien, pour tous les jeunes, comment on fait en sorte que nos élèves se sentent bien dans leurs établissements et dans leurs apprentissages. C'est pour tous. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau de l'intervention. Celui-là, c'est un niveau où déjà on cible des élèves qui sont repérés comme étant en voie de décrochage. Donc pour cela, on va avoir une attention, une réponse particulière parce qu'on les a détectés. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la remédiation, Isabelle en parlait, c'est
le niveau pour les jeunes qui sont déjà sortis de l'école. Et là, l'animation, elle se fait au niveau éducation nationale et au niveau régional, parce qu'on est sur des réponses qui peuvent être des réponses éducation nationale pour ramener des jeunes vers nos établissements scolaires, mais aussi avec le conseil régional vers d'autres dispositifs de formation ou d'accompagnement pour des jeunes sortis du système scolaire et qui ne souhaiteraient pas, pour parfois de bonnes raisons, y revenir. Alors, si on s'intéresse aux deux champs d'intervention et de remédiation, il y a des pratiques d'accompagnement éducation nationale et partenariale. Alors, il y a effectivement, on a catégorisé nos modes d'approche à la fois des instances, des dispositifs et des acteurs. Donc là, j'ai parlé des instances, enfin, que ce soit au niveau de l'intervention de la remédiation. Ce qui est intéressant depuis déjà quand même un certain nombre d'années, une dizaine d'années, c'est le développement et la mise en place d'organisations collectives de travail intercatégorielles autour de l'analyse de situations individuelles d'élèves qui sont en situation, en voie de décrochage. Donc, ces organisations collectives intercatégorielles, il en existe en établissement, c'est ce qu'on appelle les groupes de prévention du décrochage scolaire, les GPDS, c'est-à-dire que selon les établissements environ, ils se réunissent, donc l'équipe psycho-médico, sociale, éducative, enseignants, référents décrochage, et puis animés par le chef d'établissement ou son adjoint, étudie les situations de jeunes qui peuvent être signalés soit par des enseignants, soit par la vie scolaire, parce qu'il y a un taux d'absentéisme là qui est un petit peu fort. Et donc, la situation est analysée en analyse croisée. Et ce même système en fait, d'organisation, c'est à la fois de la veille, de la construction collective d'une problématique, et puis de la définition en fait, d'une stratégie d'accompagnement, d'action, d'interpellation, etc. Et que cette même façon de travailler, cette organisation collective, elle se retrouve aussi en bassin d'éducation de formation, ce qu'on appelle les focales, le réseau focal, qui réunit là en fait des acteurs principalement de l'éducation nationale, donc des représentants d'établissements, et puis le directeur de CIO et le conseiller technique assistant social, médecin scolaire, voilà, enfin à peu près la même structuration qu'un GPDS, mais à un périmètre plus large, dont la fonction, la LMLDS aussi, et dont la fonction en fait est de double fonction, à la fois de construire des réponses éducation nationale pour des jeunes qui sont sortis du système de formation et qui ont été repérés par l'EPSAD, et puis aussi de prévenir du décrochage d'un élève qui a été vu en établissement, mais dont les besoins en fait, excèdent les ressources de l'établissement. Donc, cette situation est vue en focale. Et puis, le rôle aussi, on le verra tout à l'heure, le rôle des focales aussi, c'est d'être un relais territorial d'une politique académique de prévention et de persévérance scolaire, notamment par exemple l'animation du réseau des référents décrochage, par la mise en place de formations, de temps forts autour de la persévérance, et puis bien sûr aussi autour de l'étude de dossiers individuels. Et puis, à périmètre plus large aussi, cette même type de configuration. Donc, j'évoquais l'EPSAD. Donc, voilà, l'EPSAD qui sont aussi là pour constituer en fait des études, des commissions d'études de dossiers,
toujours en regard croisé, mais avec là, en fait, enrichi de partenaires extérieurs qui amènent aussi leur dispositif de solutions. Alors, quelques dispositifs en réponse. Donc, sur l'intervention vraiment pour des jeunes qui sont encore dans les établissements, mais identifiés comme étant en risque de décrochage. Alors, pour les collégiens, vous avez ce qu'on appelle les dispositifs relais. Alors, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, vous imaginez des collégiens qui posent des difficultés de comportement dans leur classe. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça. On va les sortir à un certain moment de leur classe pour les mettre dans un autre établissement où se tient le dispositif relais. On travaille les apprentissages, il y a un lien avec l'établissement d'origine, parce que l'idée, c'est vraiment que le jeune retourne dans son établissement scolaire. Il est sorti quelques semaines, et il y a donc tout un travail sur le sens de l'école, les apprentissages. Et le jeune retournera à terme dans sa classe d'origine. Vous avez donc les actions de la MLDS qui s'adressent à des jeunes qui ont plus de 16 ans. Alors, on accueille sur dérogation quelques élèves qui ont moins de 16 ans, mais où on accompagne des jeunes au maximum sur une année scolaire pour travailler avec eux leurs projets tout en maintenant leur niveau scolaire, leurs compétences. Et donc, on les accueille, on les accompagne pour qu'ils trouvent le projet qui leur convient. Tous les ans, ça représente à peu près 1000 jeunes dans notre académie qui sont accueillis dans nos dispositifs. Et à l'issue de nos dispositifs, on a 70% des jeunes qui ont une solution dite positive. Alors, c'est beaucoup de retours en établissement, mais c'est aussi beaucoup de jeunes qui vont aller signer des contrats d'apprentissage. Deux petits points. Les dispositifs de la MLDS se sont ouverts très largement depuis quelques années à un public qu'on connaissait peu, mais qu'on dit allophone, des jeunes étrangers qui ne parlent pas français, pour la plupart des migrants non accompagnés, alors bien connus du conseil départemental, parce qu'ils ne sont pas accompagnés, sauf qu'ils sont accompagnés par le conseil départemental. Vous dire aussi que les actions de la MLDS, en plus c'est filmé, c'est formidable, comme ça on pourra dire que je l'ai dit, les dispositifs de la MLDS sont cofinancés par le Fonds social européen, c'est une particularité. Et puis un autre dispositif qui se met en place dans notre académie aussi, qui est le PAFI, ça veut dire PAFI, Parcours aménagé de formation initiale. Alors parce qu'il faut aller vite, il faudrait vraiment prendre du temps pour détailler ça, mais l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure pour des élèves qui sont en train de décrocher. On va casser l'emploi du temps classique, j'ai même envie de dire, on va casser le programme classique, et on va aménager un parcours pour un élève parce qu'il en a besoin, et un parcours qui va s'appuyer aussi sur de nombreux partenaires. Et on va juste terminer sur notre politique dans notre académie de lutte contre le décrochage scolaire. Alors, dans notre académie, donc une circulaire académique du 21 janvier de 2021 reprend de toute façon tout ce dont on a parlé là précédemment, le contexte, voilà. Mais on voudrait juste aborder deux axes sur lesquels on travaille. D'abord, l'animation territoriale des réseaux de focales. Et puis aussi la sécurisation des parcours personnalisés. Donc je vais peut-être me centrer là-dessus puisqu'on a moins de temps et j'ai parlé des focales précédemment. C'est-à-dire qu'on comprend bien que du fait de l'obligation de formation, 16-18 ans, donc l'allongement de la durée de formation nécessite aussi pour le jeune de pouvoir s'inscrire ou se projeter dans une durée plus longue de formation, que ce ne soit pas forcément en lycée professionnel, mais de formation en général. Et que pour qu'il puisse tenir dans le temps, on va dire les choses comme ça, certainement qu'à certaines périodes, à 15 ans, à 15 ou 16 ans, c'est une période un petit peu difficile, où il y a des changements, beaucoup de changements à la fois personnels et scolaires. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait sécuriser aussi cette transition dont je parlais précédemment par l'adoption de parcours aménagés de formation initiale
permettant à un moment donné à l'élève de pouvoir expérimenter d'autres situations, d'autres milieux, d'autres contextes, de contexte de travail ou en milieu professionnel ou en milieu artistique ou en milieu culturel, voilà, dans l'idée en fait de s'éprouver, voilà, de se construire, de s'éprouver dans des contextes différents. Et avec l'idée aussi que ces périodes-là, c'est pas une mise au vert pour une mise au vert, mais c'est aussi un lieu de construction d'expérience, mais aussi de construction de compétences. Et tout le travail aussi que l'on mène là avec un groupe d'inspecteurs, de chefs d'établissement, voilà, c'est de voir, pour sécuriser en fait ces transitions-là et sécuriser ces parcours, comment reconnaître ces compétences et cette expérience qui est acquise dans un lieu non formel, voilà, on va dire les choses comme ça, comment les reconnaître dans un cadre plus formel, cadre du socle de connaissances et de compétences, voilà, dans l'idée en fait d'une poursuite de formation. C'est-à-dire que souvent, précédemment, en fait, ces parcours aménagés de formation initiale étaient toujours, tendance à être pensés, bon, il va faire un stage en entreprise, comme ça, il va découvrir sa vocation, ça va faire un déclic, et puis il sera plus motivé après pour là. Là, c'est pas penser forcément là, c'est de penser en fait les parcours différenciés comme ça, comme étant aussi des parcours dans une vision en fait pédagogique et de différenciation pédagogique, puisque le but étant que le jeune continue en formation jusqu'à ses 18 ans, dans un contexte scolaire ou autre, mais qui continue au moins jusqu'à 18 ans. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé complet. Est-ce qu'on aurait une ou deux questions alors, avant que vous puissiez aller explorer les stands sur la passerelle supérieure? Ah oui, on a une question, si le micro peut monter. Bonjour, j'avais effectivement une question, c'est est-ce que vous arrivez dans le repérage global en fait aujourd'hui effectivement qui est fait par les plateformes à identifier ce qui relève aujourd'hui effectivement d'une vraie démarche de décrochage scolaire et de ce que nous on peut observer sur le terrain qui sont souvent plus des problématiques aujourd'hui d'orientation pour certains jeunes ou d'absence de formation en fait adaptée par rapport aux demandes qu'ils ont formulées. Je vais vous donner un exemple concret, on a énormément de jeunes qui font des demandes sur des formations de niveau 5. Ces formations ont eu tendance à disparaître dans la façon dont on le voit, nous, du terrain parfois. Et de ce fait-là, en fait, la question, ce n'est pas une question du décrochage, c'est en fait juste que le système scolaire, aujourd'hui, ne leur offre plus de cadre de formation qui est en adéquation avec leurs demandes. Et c'est vrai que ces jeunes que nous, on repère dans les territoires, en fait, dès le mois de septembre, des fois, c'est très complexe, du coup, de revenir vers les établissements. Il y a quelques années, ils ne faisaient pas de retour en troisième, donc ils étaient effectivement considérés comme décrocheurs au bout de 1 ou 2 mois. La loi a légèrement changé, me semble-t-il, donc aujourd'hui, il y a une obligation des principaux de les réaccueillir. Mais aujourd'hui, effectivement, quelle est la part quand on voyait 54% effectivement de retour, voilà, est-ce que vous arrivez à mesurer ce phénomène et du coup, quelle action pourrait être entreprise pour peut-être, je ne sais pas, voilà, aujourd'hui, redévelopper des formations de niveau 5, par exemple? Qui vous disiez, nous voyons sur le terrain. Alors, vous parlez d'où? Voilà, donc moi je travaille pour la ville de Vannes, je coordonne le programme de réseau éducatif qui est un dispositif de la politique de la ville, donc on est sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aujourd'hui, ces observations, nous on les fait. Nos collègues des centres sociaux les font, les éducateurs de prévention les font. On a pu déjà effectivement avoir des échanges de ce type-là dans diverses réunions effectivement à l'échelle locale, plutôt sur ces éléments-là. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui effectivement ce phénomène-là
c'est quelque chose qui est observé. Après, je peux aussi me tromper, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est voilà, quelle vision vous avez sur cette question-là? Tu reprends après. Voilà, alors il y a... j'élude pas du tout votre question. Pour votre information, pour effectivement des élèves qui, en fin de troisième, font des demandes en CAP, et puis sur des formations où il y a beaucoup plus de candidats que de places. Donc, effectivement, il y a des élèves qui ne sont pas affectés. Sachez quand même qu'il y a 2 tours suivants. Il y a possibilité de recandidater en juillet et en septembre pour des jeunes qui n'ont pas été affectés au tour principal. Voilà. Et donc, en septembre, il y a des places qui se libèrent, qui sont libérées parce que malgré tout, durant l'été, des jeunes qui étaient affectés ne se présentent pas dans les formations et il y a des places qui se libèrent. Donc sachez quand même qu'il y a une réponse en termes de procédure, et ça je pense que c'est important que vous ayez cette information-là qui permet aux jeunes de recandidater. Et effectivement, là, au mois de... il y a un bon nombre de jeunes, de l'ordre de 300, 400, de jeunes qui intègrent, qui ont une proposition d'affectation en septembre, alors qu'ils n'étaient pas affectés en juin. Bon, pour info, voilà. D'autres possibilités que Michael vous apportera. Et sur la question, en fait, ça pose aussi une question beaucoup plus générale de la focalisation de l'intérêt d'élèves sur, de façon exclusive, sur un certain nombre de formations. Et qu'effectivement, là, on a une carte à jouer sur et de travailler beaucoup plus en amont que le niveau 3e pour amener les élèves à développer en fait des représentations beaucoup plus diversifiées en fait des mondes du travail pour qu'ils puissent s'imaginer dans des mondes du travail différents. Voilà, dans des contextes différents. Et on s'aperçoit que plus on commence tôt, moi de par expérience anciennement dans ma pratique, plus on commençait tôt à permettre aux élèves leur donner la possibilité de s'imaginer dans des contextes professionnels différents, moins ils sont arc-boutés sur y compris des élèves que l'on dit en difficulté, donc peu mobiles et tout ça, moins ils sont arc-boutés au moment de la prise de décision sur telle ou telle formation. Voilà. Donc il y a... voilà, c'est une réponse aussi pédagogique là que je vous apporte, mais c'est aussi d'expérience. Et puis, lorsque on peut pas, si vous voulez aussi le développement de l'offre de formation, elle est dépendante niveau 5 ou niveau 4, elle est dépendante aussi de l'insertion. On ne va pas ouvrir plein de CAP coiffure parce qu'on va saturer le monde du travail là-dessus, quoi. Enfin, voilà. Bon, il y avait une... Non, juste peut-être compléter, parce qu'en fait, ce qui est difficile dans votre question, il est difficile de donner une réponse académique à une réponse locale parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Et vous avez des territoires, ou alors les formations niveau 3, parce que les CAP maintenant c'est niveau 3, il y a eu une nomenclature changée depuis quelque temps déjà. Vous avez des territoires où les CAP ne font pas le plein. Maintenant, vous n'êtes pas le seul territoire qui est en manque de CAP. On nous le remonte ailleurs aussi. Au contraire, il y a un CAP commerce sur le territoire, il peut y avoir 35 places, il y a 150 demandes de jeunes, et effectivement, très souvent, c'est des jeunes qui font une seule demande. Donc, pour une part d'entre eux, effectivement, vont se retrouver en situation de décrochage au mois de septembre, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'adéquation aujourd'hui entre leurs demandes et les possibilités.
Oui, alors, oui, mais c'est vrai, mais c'est le travail sur la demande. Et puis ces jeunes qui se retrouvent sans solution, il y a des dispositifs type MLDS pour les prendre en charge quand ils n'ont pas eu la seule demande, la seule réponse à leur demande, enfin la réponse à leur seule demande. Si j'ai bien compris, en fait, le travail ne porte pas que sur l'augmentation du nombre de places. C'est exactement comme pour la circulation routière où on a arrêté d'augmentation du nombre de voies et on se dit il faut que les gens apprennent aussi à un moment donné à choisir des filières dans lesquelles il y a des débouchés et des possibilités. Ça ne sert à rien de former pour mettre les jeunes. Parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, donc on a une petite intervention et je crois une question premier rang. Voilà. C'était un peu pour aller pour répondre au monsieur. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la formation, il y a la formation initiale sous statut scolaire, formation initiale sous statut apprentissage et formation continue. C'est-à-dire que dans l'offre de niveau CAP, c'est vrai qu'il y a eu avant beaucoup d'offres de niveau CAP. En fait, elles ont aussi été diminuées parce qu'il n'y avait plus d'élèves pour vouloir aller dans ces formations de niveau CAP. Il y avait un petit peu au niveau scolaire en tout cas. Hein. Il y avait un petit peu une appétence pour des niveaux de bac pro, mais ça n'empêche que le niveau CAP existe, hein, puisqu'on travaille en formation initiale sous statut apprentissage, ça existe encore. Sous statut formation continue, avec l'EPSAD, on voit bien que par moment, les jeunes, ils n'ont plus envie de toute façon de rester dans le système scolaire. Alors après, par rapport à ce qui a été dit, on a toujours, hier on a fait le point, nous, sur les places vacantes en établissement scolaire. On a des places vacantes énormément en établissement scolaire. Le problème, c'est l'adéquation entre la demande du jeune et l'offre disponible encore. Et comme disait Isabelle tout à l'heure, on ne peut pas continuer à faire des places en coiffure alors qu'il y a énormément de demandes. Moi, je suis de Lorient, on a le lycée Marie-Lefranc à côté. On pourrait augmenter terriblement. Ça ne sert à rien, le marché de l'emploi ne suivrait pas. Donc, on est toujours sur, sans être adéquation formation-emploi, on est quand même obligé de tenir compte de la réalité économique et de l'insertion. Et on est obligé de penser la carte formation initiale scolaire, sous statut apprentissage, et aussi formation continue, qui permet à des jeunes, avec différents organismes, je ne voudrais pas en nommer pour ne pas oublier personne. D'accord, merci. Je crois qu'on avait une petite réaction ici. Madame avait levé la main avant. Oui, moi bonjour, deux petites questions rapides. Je travaille pour la sauvegarde 56 pour l'accueil de jour. C'était pour les dispositifs GPDS, Focal, PAFI, etc. Donc ça, c'est des dispositifs du secteur de l'enseignement public. Est-ce que ça existe aussi dans l'enseignement privé? Donc ça pose la question de l'égalité d'accès aux droits pour tous les élèves. Et aussi, justement, la défenseur des droits ce matin expliquait qu'il y avait un doublement des syndromes dépressifs chez les 15-24 ans, suite au confinement notamment. Donc, ça va certainement peut-être avoir un impact sur le décrochage. Et est-ce que l'Éducation nationale a prévu éventuellement une augmentation des crédits, notamment pour les médecins scolaires, infirmiers, psychologues, etc., dans le public et dans le privé, voilà, pour pouvoir intervenir auprès de ces jeunes? Je pense que la réponse va être très rapide, notamment au deuxième point. Sur le premier point, réseau privé, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un du réseau privé présent ici, mais oui, ils s'organisent aussi en GPDS. Ils ont des GPDS, ils commencent à avoir aussi des référents décrochage dans leurs établissements. Voilà, leurs personnels sont formés. On a une formation là, sur un certificat qui est une formation organisée par l'Éducation nationale service public qu'on ouvre au personnel du réseau privé. Voilà, donc. En l'occurrence, celle-là, si. Celle-là, par le rectorat, c'est coordonné ici. Et au niveau des bassins, ils ont aussi des cellules de veille, ce qu'ils appellent des cellules de veille éducative, ou certains districts d'établissements qui, peu à peu, ont aussi la même fonction que les focales. On a une dernière question. Oui, et sur votre deuxième question, on va avoir un séminaire académique autour de la question de la souffrance psychologique. Donc vraiment vous dire que l'Éducation nationale s'empare, je ne sais pas, mais en tous les cas, elle a conscience de cette difficulté-là. De là à mettre des sous... On n'est pas... Nos intervenants ne sont pas des décideurs financiers, donc ils ne pourront pas vous apporter la réponse. Monsieur, vous avez une question? Bonjour, moi je suis l'adjudant Le Garrigue de la Maison de protection des familles. Je suis donc le référent scolaire de cette nouvelle structure. À ce titre, j'arpente tous les collèges, lycées du département 56. Je fais notamment de la prévention au milieu risque numérique.
Force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'établissement sont complètement démunis. Je reviens sur le point que vous aviez signalé tout à l'heure, notamment en matière de harcèlement. Alors moi, j'allais dire harcèlement et cyberharcèlement, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le harcèlement perdure, notamment le soir sur les réseaux sociaux. Ma question est simple, est-ce qu'aujourd'hui, parce que hormis mon autre camarade de la police nationale, Gaël Jarnigon, je suis le seul à pouvoir distiller cette prévention en matière de risque numérique. Est-ce que l'éducation nationale, est-ce qu'il serait envisageable de pouvoir inclure dans le programme scolaire justement cette prévention liée au risque numérique très tôt, c'est-à-dire CM1, CM2, parce que 6e c'est quasiment déjà trop tard, ils sont déjà tous branchés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il serait envisageable de pouvoir justement inclure dans le programme scolaire une éducation sur les risques numériques et la mauvaise utilisation de l'outil Internet? 1 minute pour la réponse. Sur le primaire, je ne serais pas en mesure de pouvoir vous répondre. On peut rester en contact et puis voilà. Revoir, nous à l'interne, comment je peux porter votre demande. Et puis, dans le programme phare dont j'évoquais tout à l'heure, le cyberharcèlement est associé. Jeudi, en fin d'après-midi, il y a une formation à destination des cadres, des chefs d'établissement sur le cyberharcèlement. Donc c'est quelque chose aussi qui est très présent, qui fait partie aussi de nos préoccupations. Mais je veux bien vos coordonnées, bien sûr. Bien, je vais remercier nos intervenants à nouveau pour cet exposé complet. Je vous invite tous à gagner la passerelle supérieure où il y aura les stands et vous pourrez vous inscrire pour les 2 ateliers de l'après-midi.